Merci de nous recevoir chez vous sur Web TV. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Commercialisation de l'arachide. En guerre contre les autorités à Ziguinchor, les opérateurs qui réclament 180 millions de francs CFA à l'État ont immobilisé leurs camions. À Louga, les opérateurs menacent de braver l'interdiction de vente de l'arachide hors des points de collecte. Il n'y a plus d'arachide dans le monde rural. Il n'y a que 15 000 tonnes collectées par les huiliers selon les paysans du Saloum. Échec lamentable, déclare le secrétaire général Cheikh Tidiane Cissé. À l'élevage, ce qui est à l'élevage, de cris de guerre des pasteurs qui réclament la délocalisation du forail des grands ruminants de Diamaguène pour plus de sécurité et la baisse de prix de l'aliment de bétail. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La campagne de commercialisation a échoué lamentablement. Actuellement, il n'y a que 15 000 tonnes de collecte qui ont été faites par les huiliers, ce qui veut dire que les estimations faites par les services de l'État sont fausses parce qu'il n'y a plus d'arachide dans le monde rural. Cheikh Tidiane Cissé est le secrétaire général des paysans du bassin arachidier. Il est interrogé par Mamadou Maktar Sarr. Je pense que dans le monde rural, la commercialisation tire à sa fin. Et comme l'avaient dit les services de l'État, ils avaient estimé à 1 300 000 tonnes et ceci ne se reflète pas sur le terrain. Et nous disons à l'État d'être beaucoup plus prudent et d'aller sur le terrain, regarder de visu ce qui se passe. Et nous appelons, nous, en tant qu'organisation paysanne, de faire une assemblée générale avec les paysans pour ne serait-ce que cribler la situation et voir de trop clair ce qui se passe. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Mais ce que nous avons constaté, c'est parce que maintenant, ce qu'ils avaient dit comme rendement ne se reflète pas. Parce qu'on ne peut pas être en mois de janvier, l'arachide est presque terminé. Maintenant, les voitures, les camions sont au fond du monde rural et sans pour autant pouvoir charger leur camion. Ceci démontre carrément qu'il n'y a pas d'arachide. Le poids c'est à 15 000 tonnes, moins de 15 000 tonnes, 14 000 tonnes. Ça, j'ai jamais vu dans ce pays-là. Donc, je pense qu'il faut que l'État rassemble toutes les organisations paysannes et qu'on parle de visu. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on risque d'avoir des problèmes de semences. Et ceci va entraîner la campagne hivernale et ça sera un circuit fermé, de sorte qu'on n'en sortira jamais. Les paysans seront toujours des gens laissés en rade et je pense que pour ceux qui représentent 70% de la population, l'État doit être beaucoup plus vaillant, beaucoup plus regardant et je pense que c'est la meilleure des solutions. Sinon, je pense que les agriculteurs vont prendre leurs responsabilités au moment venu et je pense que ça va être très dangereux. Une campagne qui est aussi catastrophique pour les femmes rurales qui jusqu'à présent ne trouvent pas de point de collecte pour écouler leur production. Ces propos sont de la coordonnatrice du mouvement international pour un Sénégal entreprenant en assemblée générale à Kaolack. Elles ont dénoncé les conditions de vie difficiles des femmes rurales tout en interpellant leur ministre de tutelle. Écoutons à ce propos Ndioukoumbay, la coordonnatrice, interrogée par Mamadou Maktar Sarr toujours. À présent où je vous parle, il n'y a aucun point de collecte qui n'est ouvert, surtout dans le département de Kaolack. Dans le Ndiédiène, il n'y a aucun point de collecte qui est ouvert. Les femmes bazardent leurs semences dans les marchés, dans les loumas, alors qu'on avait dit qu'on avait interdit de vendre les semences, l'arachide dans les loumas. Mais il y a des femmes qui vendent leurs semences dans les loumas, ainsi que les hommes et les jeunes. Peut-être qu'on les vend à 200 francs, le prix fixé par le gouvernement, mais on devait ouvrir des points de collecte pour permettre à ces paysans-là, braves paysans-là, de vendre leur arachide dans les points de collecte. Mais jusqu'à présent, aucun point de collecte n'est ouvert dans le département de Kaolack. Aussi s'ajoute le problème des femmes du monde rural. Les femmes rencontrent beaucoup de problèmes, surtout dans l'alimentation. Des fois, elles vont dans la brousse chercher des provisions. Elles montent dans les arbres, en haut des arbres. Si elles tombent, elles ont les bras cassés, la jambe cassée. Si des femmes qui sont en état de grossesse, elles meurent. Tout ça, c'est très difficile pour ces femmes-là.
Pareil à Niagne, c'est dans la région de Louga où l'interdiction de commercialiser l'arachide en dehors des points de vente a mis les commerçants dans tous leurs états. Ils dénoncent ainsi une violation de la libéralisation du commerce de l'arachide. Suivons les explications avec Achudnia. L'arrêté préfectoral interdisant la vente ou l'achat de graines d'arachide en dehors des points de collecte officiels a mis les commerçants de Niagne dans tous leurs états. Nous voulons acheter des graines d'arachide. Et ici, on nous interdit d'acheter les graines. On nous a dit qu'il y a un décret préfectoral ou sous-préfectoral, non le sait. Bon, il y a un décret préfectoral qui nous interdit d'acheter des graines de nos propres moyens. Et l'État nous donne de l'argent avec nos propres moyens. On demande à quel pays nous sommes. Hein? On demande où est la démocratie. Hein? On nous interdit d'acheter ici à Ndiagne et ailleurs on achète. Hein? On a privatisé l'arachide. Hein? Ce n'est plus le moment de monopoliser. On n'a pas monopolisé l'arachide, on a démocratisé, on a privatisé l'arachide. Pour ces commerçants, cela constitue une violation de la libéralisation de la commercialisation de l'arachide. C'est pourquoi ils menacent de défier l'autorité le jeudi prochain, jour de Louma à Ndiagne. wakak yen linu wakak yen mais persida ak lu mona don nanu tontu ci lumu gëna gaawé nu kam fan la mbir mi jogi sun ko xamut bu alkmes delse ku fi taw de nga jaar ci sunu ko wala nu jaar ci sa ko banu nu ci dara sunu doole la nu daan ba am linu am war ko tedde don ko banter don ko fayé di sacc alali jambour dana bëgg don jambour ba liggéey ba tokki. Interrogés, les autorités départementales brandissent un arrêté dont l'objet est de mettre de l'ordre dans la commercialisation de l'arachide où règne parfois l'anarchie avec l'implication d'intermédiaires qui ne respectent pas le prix officiel fixé par l'État. Louga, Achilnian, Radio-Télévision Walfadjri. À l'instar de Louga, à Ziguinchor, la campagne de commercialisation de l'arachide est dans l'impasse. Depuis quelques jours, les opérateurs privés stockeurs ont immobilisé les camions d'arachide pour réclamer une somme de 180 millions de francs CFA à l'État, ont-ils confié à Papo Mané dans cette correspondance. En prison depuis plusieurs mois, le sort du secrétaire général de l'UJTL mobilise les libéraux du À peine démarrée, la campagne de commercialisation d'arachide connaît un coup de frein à Ziguinchor, une situation qui est en fait l'expression de la volonté des opérateurs privés stockeurs de la région sud. Ces derniers ont tout simplement cessé toute activité pour réclamer 180 millions de francs CFA aux autorités. On a bloqué les camions, on arrête d'abord les graines, on ne va pas décharger de graines jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à savoir qui discutait d'abord. Parce que nous, on croyait que l'État a tout pris en charge, du fait qu'il nous avait dit le 16 novembre, qu'il nous avait promis la campagne est ouverte. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui s'adresser. On a amené nos graines, on a déchargé à l'usine. On a fait la facture, mais la CNSA, la banque ne peut pas nous payer. Parce que du fait qu'eux, ils ont dit, ils ne savent pas qui est le repreneur. L'État nous avait promis, si vous voyez qu'on prend les arachides avec les paysans, on est venu, on a déchargé au niveau de l'usine. On nous avait promis à la facturation, dans les 72 heures, ils vont nous payer. Mais on part à la banque dit qu'il ne sait pas qui à s'adresser. Il n'est pas le payeur. On ne sait pas qui s'adresser présentement. Nous, si vous voyez qu'on a pris nos graines, on l'a amené au niveau de l'usine, du fait que l'État nous a dit qu'il a repris la Sounéor. Abbas Zaber a quitté. Mais jusqu'à aujourd'hui, on nous dit que Abbas n'a pas quitté. Zaber n'a pas quitté. Nous, aujourd'hui, ici, dans la région de Ziguinchor, on n'a nulle part où aller. On n'a aucune usine. On a seul que la Sounéor ici. Les paysans, ils ont confiance qu'à nous. Depuis jeudi donc, tous les camions d'arachide sont immobilisés par les opérateurs privés stockeurs. Un état de fait qui pourrait avoir de beaux jours devant lui face à la détermination de ces derniers qui cherchent désespérément un interlocuteur. Papo Mané, Ziguinchor, Radio-Télévision Walfadjri. L'élevage dans une mauvaise passe au Sénégal, les pasteurs dénoncent l'absence de zones de pâturage, la cherté de l'aliment des bétails et les problèmes d'eau. En conclave à Malika, les membres de l'Union nationale des coopératives d'éleveurs du Sénégal réclament la délocalisation du forail de Diamaguène Sicap Mbao. Théodore Semedo.
Manque d'eau, accès difficile à l'aliment de bétail et aux zones de pâturage, des difficultés qui entravent au développement de l'élevage selon l'Union nationale des coopératives d'éleveurs du Sénégal. Les éleveurs ont pas mal de problèmes quand même. Ils ont des problèmes de l'accès à l'aliment de bétail, ils ont des problèmes d'eau, ils ont des problèmes des vols de bétail, de l'espace. Bien vrai que le président fait des efforts sur l'élevage, mais il faut toujours aussi augmenter quoi, parce que les problèmes sont là. La santé animale, la promiscuité du forail des grands ruminants de Diamaguène Sicap Mbao préoccupe également ces acteurs de l'élevage qui étaient en conclave à Malika. Les forails de grands ruminants, vraiment, ils n'ont plus leur place d'exister à Dakar, parce qu'il n'y a plus d'espace. On lance un appel à l'État qu'il nous trouve des espaces beaucoup plus larges et beaucoup plus confortables pour l'élevage, parce qu'au niveau de Dakar, actuellement, c'est inadmissible, quoi. On délocalise le forail et puis qu'on nous donne des espaces beaucoup plus grands. Les autorités du ministère de l'élevage qui étaient venues prendre part à la rencontre de ces manquements prennent des solutions. Des solutions sont en cours. Bon, dans le cadre du PRAPS, qui est un grand projet de près de 17 milliards, qui a été négocié par l'État du Sénégal et qui est là pour résoudre pas mal de problèmes liés au pâturage, à l'abreuvement des animaux par la construction de forages. L'urbanisation a fait que ce forail est au milieu des concessions. Bon, l'accès est devenu très difficile. Et ça recommande à ce que vraiment ce forail soit délocalisé. Et je pense que Madame le ministre, avec les discussions qu'elle a eues avec les éleveurs, a eu leur assentiment par rapport à un déplacement de ce forail vers Diamniadio. Depuis plusieurs années, l'élevage sénégalais peine à trouver la voie de l'émergence, malgré les multiples politiques de développement mises en place au grand regret de ses acteurs. Théodore Semedo, Malika, Walfadjri. L'éducation va mal au niveau de la commune de Mbao avec un taux d'abandon scolaire élevé. À cela s'ajoutent les effectifs pléthoriques dans les écoles et la vétusté des infrastructures. Une situation que déplorent élèves et étudiants de la localité. Ces derniers exhortent les autorités à réagir au plus vite pour aider leur localité qui souffre de l'insécurité et de la délinquance juvénile. Voici Babacar Gueye, leur président, au micro de Théodore Semedo toujours. Nous constatons un vieillissement ou une vétusté des écoles primaires. L'école primaire où j'ai eu à étudier, quand je rentre aujourd'hui là-bas, c'est le même décor. Rien n'a changé. Et donc, je pense que le cadre est important pour l'éducation. Bon, ça motive pas, franchement. Parce que nous, à notre époque, on aimait le défi d'avoir l'entrée en 6e. On s'est défié. Je pense que ce défi-là, ça motive à travailler. Et que le fait qu'on ne tape pas l'enfant à bas âge, ça ne le motive pas. On a l'habitude d'être battu pour que ça entre. Donc ces réformes-là, ce n'est pas pertinent, nous dénonçons cela. Pour le directeur de la protection de la petite enfance, M. Ndiokhaba Diouf, je ne vois pas personnellement son importance dans la commune, du point de vue des étudiants. Et je pense que ce n'est pas cela qui doit être le rapport entre l'étudiant et son autorité. Il doit y avoir un rapport de proximité pour essayer ensemble de trouver des solutions par rapport aux problèmes. Je pense que les étudiants sont un peu laissés en rade au niveau de Mbao, dans la mesure où, pour une commune dont les étudiants ont participé au recensement des redevables et que ça tourne autour de 600 millions et que les étudiants, en retour, on les donne 2 millions pour toute une commune, pour une commune qui a plus de 1000 étudiants, je pense que c'est peu. Le débat sur la réduction du mandat du chef de l'État est relancé. L'avis des experts diverge et les politiques aussi convoquent la loi de différentes manières. Leurs avis recueillis dans ce reportage de Amadou Limbaye. Réduction du mandat du chef de l'État, Thierno Bocoum déclare que Macky Sall n'est pas lié par l'avis du Conseil constitutionnel. Le député de Rewmi prend ainsi le contre-pied du constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall. Ce qui est curieux, justement, et qui corrobore justement toute cette suspicion que nous avons, et que le président de la République, après avoir parlé de son référendum, n'a même pas précisé la date. Et si dès le lendemain, son conseil juridique dit que le Conseil constitutionnel, le président doit
respecter la décision du Conseil constitutionnel. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'ils sont en train de faire croire qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui doit l'emporter sur toute autre décision. Ça ne doit pas être le cas et ça ne sera pas le cas. C'est qu'il y a une volonté de jouer au cache-cache avec les populations, avec les Sénégalais. Et ce qui est très dommage, ce que nous attendons, c'est que le président de la République respecte sa promesse. Et je pense que de ce point de vue, il y aura pas du tout de reculade de notre côté. Du côté de l'APR, on soutient que la loi est au-dessus des promesses. Le Conseil constitutionnel est au centre de certaines décisions qui puissent demain préserver notre pays d'une certaine instabilité sociale, politique, économique. Il faudrait respecter la loi. Comment le président Macky Sall peut-il contourner la loi pour prendre une décision à partir d'une promesse qu'il avait faite? Mais l'élection n'a qu'à être en 2016. Où est le problème? Nous sommes confiants par rapport à notre avenir et nous ne sommes pas des pouvoiristes. Une loi, on ne la transgresse pas. La promesse est une dette, a-t-on l'habitude de dire. Mais pour les politiques, la maxime est tout autre. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et la promesse de Macky Sall de réduire son mandat semble prendre cette voie où l'horizon 2017 est encore flou. Amadou Limay, reparlons de cette loi interdisant les sachets en plastique qui est entrée en vigueur ce 4 janvier. Les populations et vendeurs s'impatientent de voir les produits de substitution. Suivons ce reportage signé Biramandiaï. La loi interdisant les sachets en plastique est entrée en vigueur ce 4 janvier. La population est en parfait accord car conscient du danger de cette matière. D'accord qu'ils ont interdit les plastiques, mais le plus dur n'est qu'ils ont interdit les plastiques, ils n'ont pas pu amener autre chose pour remplacer les plastiques. Les sachets à plastique ne sont pas commodes et c'est transparent. Parfois, quand c'est lourd, ça peut même se détacher. Ces sachets salissent le pays et bouchent les toilettes. Ce n'est vraiment pas normal. De leur côté, les vendeurs de sachets en plastique expriment leur inquiétude car ceci est leur gagne-pain et que le produit de substitution n'est pas encore en circulation sur le marché. Supprimer mbuus xanaa dafa bëgg yóbbu Sénégal fu mu xamul rek mooy fi mu ne nii ñuy dund ci mbuus ëpp nañ ay millions de personnes tey mënul xëy suba rek mën a day supprimer mbuus. Les substitutions ne sont pas encore disponibles. Nous sommes en panique car c'est notre travail. C'est à travers ces secteurs que j'arrive à régler mes besoins et la besoin de la famille. Ce commerçant, lui, propose des sanctions à l'endroit des citoyens qui jettent les sachets en plastique n'importe où après usage. Ce sont les citoyens qui jettent partout les sachets. On doit mettre des poubelles à chaque coin des habitations. Et ceux qui jettent les sachets par terre seront contraints de payer une amende de 3 000 francs. Et cela servira à quelque chose. Cette dame, très ancrée dans la tradition sénégalaise, propose l'utilisation de la calebasse qui, jadis, était une fierté. L'utilisation de la calebasse doit être recommandée à la gente féminine, comme le faisaient nos anciennes. Cela d'autant plus que c'est beaucoup plus discret. Malgré l'entrée en vigueur de la loi interdisant les sachets en plastique, consommateurs comme vendeurs s'inquiètent de voir le produit de substitution. Biramandiaï, merci. C'est avec vous que se referme cette édition dont je vais vous rappeler les titres. Commercialisation de l'arachide, le Nord et le Sud en guerre contre les autorités. À Ziguinchor, les opérateurs qui réclament 180 millions de francs CFA à l'État ont immobilisé leurs camions. À Louga, pareil, les opérateurs menacent de braver l'interdiction de vente de l'arachide hors des points de vente. Il n'y a plus d'arachide dans le monde rural et il n'y a que 15 000 tonnes collectées par les huiliers selon les paysans du Saloum. Échec lamentable, déclare Chertidiane Sissé. À l'élevage, ce qui est à l'élevage, le cri de guerre des pasteurs qui réclament la délocalisation du forail des grands ruminants de Diamaguène pour plus de sécurité et la baisse de prise de l'aliment de bétail. Un grand merci à Ramatoulaye Sall Diop et à Aïssatou Diagne du côté technique, quand esthétique. Merci à Abindour, côté rédactionnel. Merci également à Ousmane Sène. Retrouvez tout de suite Nefatou Diaye pour le magazine de la rédaction.
Mardi 5 janvier 2015, soyez les bienvenus dans le magazine sur Walfadjri 2016. Plus tôt, on y est au 5e jour du nouvel an. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le magazine sur Walfadjri. À retenir 3 points dans l'actualité internationale. D'abord, en Centrafrique, une majorité de candidats demandent l'arrêt du dépouillement. Et puis en France, on se souvient de l'attentat de Charlie Hebdo. Un an après, un hommage a été rendu aux victimes. Enfin, on s'intéresse à la crise Iran-Arabie Saoudite, notamment avec la France qui est pointée du doigt par la presse. Suivez le récit de Thiorombar Ndiaye. Une vingtaine des 30 candidats en lice à l'élection présidentielle en République centrafricaine ont appelé lundi à un arrêt du dépouillement des bulletins en raison de fraude. Les signataires, qui font état de nombreuses irrégularités après la publication des premiers résultats partiels du scrutin du 30 décembre, invitent tous les acteurs impliqués à se mettre autour de la table pour définir les modalités pour la sauvegarde de la nation. Les candidats en tête de la course à la présidentielle, après la publication dimanche de résultats encore très partiels, notamment Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé, ne figurent pas parmi les signataires. Ils ont minimisé les problèmes d'organisation en mettant l'accent sur la mobilisation des acteurs. Près de 2 millions d'électeurs centrafricains étaient appelés aux urnes mercredi pour élire un nouveau président et leurs représentants à l'Assemblée nationale. Ces scrutins sont censés sortir le pays de 3 années de violence intercommunautaire qui l'ont ravagé. Un an après les attentats meurtriers de janvier contre la rédaction de Charlie Hebdo et contre l'Hyper Caché, plusieurs cérémonies commémoratives sont organisées à Paris pour rendre hommage aux victimes du terrorisme. 2 premières plaques marqueront les lieux des attaques du 7 janvier. La première se trouve à la rue Nicolas Appert, près du siège de la rédaction de Charlie Hebdo, où les frères Kouachi ont abattu 11 personnes. La deuxième est placée sur le boulevard Richard Lenoir, où un policier a été tué alors qu'il tentait de stopper les djihadistes dans leur fuite. Une troisième plaque commémorative est dévoilée à Porte de Vincennes et dédiée aux 3 clients et un employé de l'Hyper Caché, tué 2 jours plus tard sous les Bali. Après un dépôt de gerbes devant la statue de la République, le chœur de l'armée française entonnera la Marseillaise qui mettra un terme à la cérémonie retransmise par le public environnant sur un écran géant. Les barrières seront ensuite enlevées pour que la population puisse accéder à l'esplanade. Alors que l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite ont atteint un point de rupture dans la crise déclenchée par l'exécution d'un dignitaire chiite par Riyad, la presse française du mardi 5, à l'instar du journal Le Monde, pointe un doigt accusateur en direction de la France. Cette dernière est sommée d'agir au risque de se retrouver hors jeu dans une région déjà en proie à plusieurs conflits. La lutte contre l'organisation État islamique dépend des escalades entre l'Iran et l'Arabie saoudite, explique Le Monde dans son éditorial. Or, la France est une alliée privilégiée de l'Arabie saoudite et lui vend une quantité d'armes et ne lui ménage pas son soutien diplomatique. Il est temps pour Paris d'entreprendre une initiative de paix ou du moins de dialogue, selon le quotidien. Thiorombar Ndiaye, Skype, Viber, WhatsApp risquent d'être bloqués par l'ARTP, une initiative rejetée par l'Association nationale des utilisateurs des TIC qui compte s'y opposer. Dans la foulée, des acteurs des nouvelles technologies dénoncent la cherté des tarifs sur les appels téléphoniques, nous dit Imam Antandour, épaulé par Pape Moudoufaï dans le reportage du jour. L'impact technique et socio-économique des applications Skype, Viber, WhatsApp au Sénégal mérite d'être évalué selon la RTP. Initiative inopportune et inacceptable d'après l'Association sénégalaise des utilisateurs des TIC. Les appels téléphoniques coûtent très cher. Dans les pays où les populations bénéficient des avancées technologiques, on n'utilise pas ces applications pour appeler le voisin d'à côté. On prend son téléphone, on appelle.
Mais c'est parce que les tarifs sont inabordables au Sénégal. Savez-vous que nous avons l'un des tarifs les plus élevés de la sous-région? Au Mali, ils sont à 1,80 la seconde, nous sommes à 1,99 la seconde. Mieux encore, au Mali, à partir de 23h jusqu'à 5h du matin, il y a une réduction de prix. Pourquoi les Sénégalais ne peuvent pas avoir des tarifs illimités payables mensuellement? Voilà. Pourquoi on est cantonné dans ces tarifs de détail? On est en train de jongler pour s'en sortir. La RTP peut bien bloquer Skype, Viber, WhatsApp. Seulement, ce serait une mesure illégitime, nous fait savoir le blogueur Cherfal. Aujourd'hui, la RTP, s'il y a des rumeurs dans ce sens, a la possibilité et des dispositions pour quand même limiter certains services. Mais s'ils le font, ce serait enfreindre exactement à la neutralité du net. C'est en quelque sorte violer les libertés de s'informer, d'accéder à l'information et d'utiliser Internet comme un canal d'information. Parce que tout simplement, ils n'en ont pas le droit. Il faut oser le dire. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces opérateurs sont en train de perdre énormément d'argent. Parce que tout simplement, les gens n'utilisent plus le réseau pour appeler, les gens n'utilisent plus les SMS, SMS qui est facturé à des coûts un peu élevés aussi, il faut le dire. Les tarifs de communication locale de certains opérateurs téléphoniques ont connu une hausse avec l'arrivée de la portabilité, ce que dénoncent toujours les membres de la SUTIC. Actuellement, on est dans le flou, et la RTP le sait. Et depuis 3 mois, rien n'est fait pour corriger cette situation. Mais on travaille pour qui? Pour les Sénégalais ou pour les opérateurs? Actuellement, le système tel qu'il fonctionne, c'est au bénéfice des opérateurs. Si vous n'avez pas un crédit valable tout réseau, vous perdez votre argent. Voilà en termes plus simples. Un probable blocage des applications Skype, Viber et WhatsApp fait réagir l'Association sénégalaise des utilisateurs des TIC. Celle-ci, ainsi que les acteurs des TIC, comptent s'opposer à cette initiative qui va à l'encontre des avantages du consommateur. Mme Antandour, la rédaction reçoit ce mardi comme invité sport le vice-président du comité olympique sénégalais, président de la fédération handisport. Dans cet entretien accordé à Cheikh Tidiane Gomis, Santy Agne revient sur les récompenses du chef de l'État aux Lions du basket. Suivez plutôt. La rédaction de Walfadjri reçoit ce mardi le vice-président du CNOS et en même temps président de la Fédération sénégalaise de handisport. Je veux nommer Santy Agne. Président Santy Agne, bonjour. Président Santy Agne, le chef de l'État a remercié dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, les Lions du basket championne d'Afrique 2015 et les Lions du football, la médaille d'or aux Jeux africains de Brazzaville. Et aussi, il a annoncé la construction à Diamniadio d'un palais de sport. Et c'est tout. Est-ce que vous êtes satisfait de la part réservée au sport sénégalais? Il est toujours heureux que le premier magistrat de notre pays félicite des athlètes qui ont porté haut l'étendard de ce pays. Effectivement, les Lions du basket et les Lions du football ont fait retentir l'hymne national. C'est une fierté pour tous et il est heureux que le président de la République les cite. Je pense également qu'il est heureux qu'enfin, un président de la République, solennellement et publiquement, annonce l'érection très prochaine d'un palais de sport, ce qui a toujours été une demande très forte du mouvement sportif sénégalais. Cela dit, je pense que l'exercice auquel il s'est employé, c'est-à-dire un discours à la nation, ne permet pas toujours de développer l'ensemble des politiques. Mais il est évident que nous aurions aimé en entendre davantage. Par exemple, nous n'avons pas entendu parler, au-delà du palais de sport, de l'arène nationale, qui était d'actualité jusqu'à l'année dernière, quid de l'arène nationale. Nous n'avons pas entendu parler également des autres disciplines qui nous ont valu beaucoup de satisfaction durant l'année 2015.
Le Sénégal est classé 6e nation africaine aux Jeux africains de Brazzaville. Mais c'est une performance extraordinaire. Quand on connaît la faiblesse de la taille de notre population, quand on connaît la faiblesse de nos ressources, quand on voit que nous sommes les premiers en Afrique du Sud du Sahara, véritablement, je pense qu'il faut souligner. Nous aurions aimé, le président de la République, féliciter également tout le monde et peut-être même inscrire tout le monde dans le panier des récompenses de l'année qui s'est écoulée. C'est-à-dire, nous espérons simplement que ce n'est qu'un oubli et que bientôt, d'autres choses vont venir. Mais au-delà des simples remerciements, félicitations et de l'annonce, ce que je note de manière fondamentale, c'est que nous n'avons pas vu tracer la perspective de développement du sport sénégalais. Faut-il le rappeler? Le mouvement sportif, le ministère des Sports, se sont déjà accordés, sur le diagnostic du sport sénégalais, et 2, sur les solutions à mettre en œuvre. Je pense que un des diagnostics, c'était la faiblesse quasi rédhibitoire du financement du sport au Sénégal. Malgré tous les efforts qui sont faits par l'État, il y a effectivement une grande faiblesse du financement. Nous aurions aimé entendre réaffirmer la position de l'État et du mouvement associatif qui avait dit qu'il faut une fondation nationale du sport pour le financement du sport. Aujourd'hui, l'État met ses billes, le mouvement associatif met ses billes. Ce qui manque fondamentalement, c'est l'accroissement de la part du secteur privé. Et pour cela, il faut une décision politique forte, avec des mesures d'accompagnement très fortes. Nous n'avons pas entendu ça, malheureusement. De la même manière, il y a des demandes très fortes qui sont faites par le mouvement associatif en matière de formation, en matière de formation des cadres, mais surtout aussi en matière de textes. Vous le savez, l'État, à travers le ministère des Sports, a initié la réforme des textes. Ces textes réformés ont été déposés auprès du Premier ministre, Mme Aminata Tall, Aminata Touré, il y a maintenant 2 années. Et il y a 2 années que ces textes qui doivent réformer en profondeur la figure du sport sénégalais, aujourd'hui ces textes sont encore dans les tiroirs. C'est autant d'oubli, je pense, qui font que le dirigeant sportif que je suis n'est pas tout à fait satisfait sur ce plan-là. Alors que, global, le discours du chef de l'État a été un discours fondamentalement positif et de riche, de haute portée. Mais sur le plan du sport, malheureusement, je dois avouer que je suis resté sur ma faim sur ces aspects-là que je viens d'énumérer. Président, le chef de l'État a récompensé les Lions. Et il y a des oublis, comme les Lions du football qui ont remporté la médaille d'or. Il y a aussi le handisport que vous dirigez. Il y a un athlète qui a fait une grosse performance. Il y a aussi la pétanque. Il y a aussi le taekwondo. Mais c'est la lutte. Ils ne font pas partie des athlètes récompensés. Est-ce que c'est une affaire normale? Je m'en vais vous dire, mon principe en la matière, c'est l'équité. Je ne parle pas d'égalité. Les traitements peuvent être diversifiés. Mais chacun doit recevoir à l'aune de ses performances. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on rétablisse l'équité en la matière. Nous sommes tous satisfaits de ce qui a été fait pour les Lions. Mais c'eût été mieux si ça avait été accompagné par un geste envers ceux qui, objectivement, ont eu le même mérite dans une compétition autrement plus relevée, parce qu'il faut-il le dire, les Jeux africains regroupent quasiment tous les pays africains. Et y décrocher une médaille d'or relève d'une prouesse extraordinaire. J'ai l'habitude de le dire. Le handisportif Youssoupha Diouf, qui a battu pour la première fois les Égyptiens, qui s'est hissé sur le toit de l'Afrique et qui a amélioré le record africain. Je pense qu'il mérite une récompense, comme tous les autres athlètes que vous venez de citer. Quand il y a à récompenser, on récompense tout le monde. Il faut y ajouter que
il y a un arrêté ministériel qui fixe depuis 2005-2006 les récompenses dues aux athlètes. Et depuis 2007, il y a des athlètes qui attendent leur récompense. C'est pour cela que je dis qu'il faut de l'équité en la matière. Et je pense que M. le Président de la République ne manquera pas, dans les tout prochains jours, de récompenser ceux qui, comme les Lions, comme d'autres, ont réussi à hisser très haut. Président, aujourd'hui, est-ce que le CNOS, en tant que vice-président, joue son rôle d'avant-gardiste pour vraiment pallier à tous ces problèmes que rencontre le sportif? Vous savez, quand on évoque une institution, il faut l'évoquer dans ses missions. Et ne pas confondre ses missions avec celles de l'État. Le Comité national olympique et sportif sénégalais a pour mission de coordonner les activités des fédérations, d'être l'interlocuteur privilégié auprès de l'État, auprès des autorités et particulièrement du ministère de tutelle, mais également d'aider le ministère de tutelle dans la définition et la mise en œuvre des politiques en matière de sport. Et de ce point de vue-là, je peux vous garantir que le CNOS joue sa partition. Et la première partition du CNOS, c'est de mener la réflexion sur les orientations. Je vous le dis, depuis 2010, un atelier sous l'égide du CNOS a réuni tous les acteurs du mouvement sportif pour sortir un document. Lequel document a diagnostiqué et a proposé. C'est dans ce document-là qu'il est dit, nous devons aller vers la fondation du sport pour le financement. Dans la même veine et la même année, un conseil national du sport s'est réuni où le comité olympique a pris une place prépondérante, qui a validé le diagnostic et qui a validé les propositions. Au-delà, le comité olympique organise des sessions de formation au profit des fédérations, organise des stages au profit des athlètes, octroie des bourses olympiques à des athlètes, appuie les fédérations dans l'organisation de leurs compétitions et à côté de l'État chaque fois qu'il faut mener la réflexion. Je pense que c'est ça le rôle, au-delà maintenant de la sauvegarde des valeurs olympiques et de la sauvegarde de l'idéal de la charte olympique. Voilà le rôle du comité olympique. Le comité olympique n'a pas pour rôle, dans la situation, de financer le mouvement sportif. Dans tous les pays où le comité olympique a en charge le financement, c'est qu'il y a un transfert du budget de l'État vers le comité olympique qui, à ce moment-là, joue quasiment le rôle du ministère. Je vous donne des exemples. En Allemagne, c'est le comité olympique qui gère les budgets du mouvement sportif et qui rend compte aux autorités de l'État. En Italie, il n'y a pas de ministère des Sports. Ici, c'est le ministère des Sports qui gère le budget de l'État pour le sport. Le comité olympique ne peut venir qu'en appoint et il le fait régulièrement et depuis de très nombreuses années. À titre d'exemple, cette année, nous avons donné des subventions à toutes les fédérations sportives. Voilà le rôle du comité olympique. Et on prépare les athlètes vers les Jeux olympiques. Et je pense que sous peu, nous allons également aller vers d'autres programmes de soutien aux athlètes qui se seront qualifiés pour les Jeux olympiques. C'est ça le rôle du comité olympique. Et il le joue très, très, très bien. J'en veux pour preuve tous les témoignages que nous porte le ministre des Sports, qui dit qu'il ne fait jamais rien sans le comité national olympique et sportif. Et nous l'en remercions parce que simplement, nous jouons notre rôle de la manière la plus loyale possible. Président Santy Agne, Walfadjri vous remercie. C'est moi. C'est moi qui vous remercie de votre initiative et qui souhaite au staff de Walfadjri, à sa direction, aux journalistes et à l'ensemble des auditeurs une bonne et heureuse année 2016. Voilà, merci. Pareillement à vous aussi, Président Santy Agne, et merci à Cheikh Tidiane Gomis. Les réformes institutionnelles proposées par le président Macky Sall polarisent le débat politique et juridique. Walfadjri Quotidien et le journal Le Quotidien ont titré sur le leader du bloc des centristes Gaïndé, Jean-Paul Diaz, qui se montre défavorable au référendum, à la réforme du Conseil constitutionnel et aux candidatures indépendantes. Voici la lecture de Gorgui Samba Ndiaye. Bonjour.
Les réactions se poursuivent après l'adresse à la nation du chef de l'État à l'occasion de la fin de l'année 2015. Walfadjri fait part de la position du secrétaire général du bloc des centristes Gaïndé sur le référendum, la réforme du Conseil constitutionnel et les candidatures indépendantes. Jean-Paul Diaz se démarque de Macky, renseigne le journal. Diaz bat au rythme de Macky, renchérit le quotidien. Le leader du bloc des centristes Gaïndé et ses camarades, note le tabloïd, désapprouvent certaines réformes qui sont, disent-ils, celles de la Commission nationale de réforme des institutions, le Conseil constitutionnel proposé par le Yonou Yokouté et la participation des candidats indépendants à toutes les élections. Ce serait l'ouverture vers la pagaille, préviennent Diaz et camarades, rapportés par Walfadjri. Ceci, enseigne-t-il, est contraire à l'article 4 de la Constitution qui, cite-t-il, dispose que les partis politiques et les coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Pas tout le monde, ni n'importe qui assure le BCG. Pourtant, tempère Réumi quotidien, l'ouverture des candidatures indépendantes à toutes les élections est saluée par nombre de citoyens, mais cherche à savoir la publication. Cette proposition du chef de l'État veut-elle dire que les partis politiques ont failli à leur mission? En tout cas, assure le Canard, ils sont nombreux les Sénégalais à ne pas se reconnaître dans la manière de fonctionner des partis politiques. Un chef d'un parti politique et son comportement imprécis sur le référendum n'enchantent pas du tout beaucoup de Sénégalais. Le mandat, encore le mandat, toujours le mandat, s'écrit la Tribune. Ainsi note le journal, la lancinante question de la réduction du mandat présidentiel continue de faire débat. Alors que l'on croyait cette question tranchée depuis le départ mouvementé de Wade, voilà, indique mon confrère, qu'elle refait surface avec la promesse de sa réduction faite par le candidat Macky Sall, mais que le président de la République, remarque-t-il, tarde à concrétiser avec des tergiversations à n'en plus finir. Le plan sans élection serait-il déjà en marche, s'interroge le journaliste de la Tribune. Quoi qu'il en soit, prévient le Forum civil repris par Grand Place, le statu quo institutionnel est de nature à affaiblir la citoyenneté et à renforcer la désaffection des citoyens par rapport à la chose politique du fait de multiples espoirs de rupture déçue. D'où pensent les membres de cette organisation de la société civile l'urgence du référendum. Le référendum, notamment le débat sur la réduction de la durée du mandat du président de la République, repart de plus belle, constate le Populaire. Ainsi signale la publication, le professeur Ababakar Gueye, spécialiste de droit constitutionnel, prend le contre-pied de son collègue Ismaël Madior Fall. À en croire le professeur Gueye, l'article 51 de la Constitution ne fait aucune obligation au chef de l'État de se conformer à l'avis du Conseil constitutionnel. Le professeur Ismaël Madior Fall démonté, l'APR en bouclier sexuel. À cet effet, écrit le journal, le président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, par ailleurs responsable de l'APR, et pour le respect de l'avis du Conseil constitutionnel sur la réduction du mandat présidentiel. Un avis, poursuit Sud Quotidien, que partage le président du Conseil départemental de Guinguinéo, Papa Malick Ndour, membre de la Convergence des jeunesses républicaines. Selon ce dernier, l'esprit de l'obligation de consultation s'inspire du caractère exécutoire de l'avis du Conseil constitutionnel. L'avis de Sidi Lamine Niasse sur le procès de Hissène Habré, relayé par Direct Info, selon le PDG du groupe Walfadjri, Déby, Abdou Diouf et Abdoul Mbaye doivent tous comparaître. En attendant, Diouf Abdou continue de dérouler normalement ses activités. D'ailleurs, révèle enquête, l'ancien président de la République du Sénégal et le maire de Dakar se parlent bien ces derniers temps. Que mijotent Khalifa et Diouf, se demande le tabloïd. Que se passe-t-il du côté de l'ancienne capitale de l'AOF? Une dizaine de Mauritaniens interpellés à Saint-Louis, informe le Populaire. Cela, précise le journal, est le résultat du contre-coup de l'affaire du dangereux djihadiste évadé à Nouakchott. La police, constate le Populaire, les a arrêtés à 5 h du matin lors d'une opération de sécurisation. Ce n'est pas tout, signale Libération, parce que, informe le Canard, dans le cadre de la traque du terroriste mauritanien évadé de prison, la DIC fouille aussi les hôtels de Saint-Louis. Pendant ce temps, avertit le Populaire, une méprise du fait d'une homonymie sur le vol d'Emirates a amené à l'interpellation d'un journaliste pris
pour un terroriste confondu avec le djihadiste mauritanien recherché et qui porte le même nom, à savoir Cheikh Ould Saleh. Il travaille pour Sky News Arabique. Bonne lecture. Bonne lecture à vous, Gorgui Samba Ndiaye, mais également à tous nos téléspectateurs qui ont suivi la version française du magazine. Grand merci à toute la réalisation, Ousmane Sen, El Hadj Modou Diouf, Mame Sidi Diop et Papis Mbaye, sans oublier Madame Mbaye, Aminata Mbaye pour les soins esthétiques. À 14h, Seydina Oumar Ba sera là pour les informations en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments de télévision en programme sur Walfadjri et à tout à l'heure.